Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes réunis dans ce magnifique décor de la Comédie de Picardie et je suis entouré d'invités prestigieux. Timothée Boucher. Bonjour. Médiateur du livre à l'association On a marché sur la bulle. Hélène Auchard. Bonjour. Directrice des médiathèques d'Abbeville depuis 2011 et avant tu as travaillé 10 ans à la médiathèque départementale de l'Oise. Et Max de Radiguez. Bonjour. Tu publies ta première BD en 2007. Maintenant, tu en as 25 à ton actif et tu es aussi éditeur à l'Employé du mois et directeur de collection chez Sarbacane. Tout à fait, c'est bien ça. Super. Alors, si on est tous réunis aujourd'hui, c'est pour aborder un sujet. Ce sujet, c'est comment parler de bande dessinée, utiliser la bande dessinée dans le monde des bibliothèques. Et pour décortiquer, on va la séparer en deux grosses parties qui seront ce qu'on peut faire avec les équipes existantes et qu'est-ce qu'on peut faire avec les intervenants extérieurs. Quel beau programme. Mais avant de se lancer dans le sujet, Timothée, tu vas un peu nous parler de la place de la bande dessinée dans le monde des bibliothèques. Alors oui, et pour cette tâche, je vais sûrement solliciter notre bibliothécaire référente. La bande dessinée, elle a longtemps été considérée comme suffisant à elle-même pour les bibliothèques, avec un taux de rotation ne nécessitant absolument pas d'effort particulier pour la mettre en avant. Dans les bibliothèques les plus récentes, la bande dessinée occupe une place de choix. Elle a largement gagné en légitimité. T'hésites pas à me couper si tu veux ajouter quelque chose. Avec 20% environ des prêts, elle a vraiment la réputation non usurpée d'être la star des bibliothèques publiques, à tel point qu'on parle vraiment de produits d'appel. Est-ce que toi, tu auras des stats un petit peu plus précis sur la bibliothèque d'Abbeville, par exemple ? Oui, sur l'année 2023, pour ce qui concerne les fonds jeunesse et ados, donc la BD représente 28% des collections de fiction jeunesse et 31% des emprunts. Donc c'est vrai que c'est un produit d'appel. On peut considérer que la BD est très attractive pour ces publics-là. Alors pour les médiathèques d'Abbeville, c'est un peu moins vrai pour la BD adulte, puisque là on a 20% des collections de fiction adulte qui sont de la bande dessinée et 15% d'emprunts. Donc il reste un travail important de médiation à faire pour élargir encore ce lectorat adulte. Ouais, parce qu'on voit que la bande dessinée, elle est fortement empruntée, au risque de voir ses rayons parfois vidés. Certaines BD connaissent un tel succès que, moi, ça m'est déjà arrivé. On est quasiment obligé d'en réserver certaines, ce qui peut générer déjà un petit peu de frustration de la part des usagers. D'autres titres, tu le disais, et ce n'est pas que vrai pour la bibliothèque d'Abbeville, en bande dessinée adulte notamment, où les one-shots ont un peu plus de mal à sortir. Et ce, quelle que soit la taille des bibliothèques, on s'en rend compte. Même dans les secteurs fonctionnant bien, les emprunts se concentrent souvent sur certains titres, donc les plus connus. Par ailleurs, les lecteurs de BD, mais ça tu pourras confirmer aussi, sont parfois un peu exclusifs sur leur genre de prédilection. Par exemple, un lecteur de bande dessinée franco-belge va parfois moins emprunter de manga et parfois ne se cantonner qu'à un rayon, celui de la bande dessinée, n'allant absolument pas vers les romans ou les œuvres documentaires par exemple. Et ça me paraît être l'une des missions des bibliothécaires de faire tourner les fonds. Oui, la médiation reste primordiale pour la bande dessinée, même si on pourrait considérer qu'elle n'en a pas besoin étant donné qu'elle sort un peu toute seule. Mais certains publics ont besoin de cette médiation. Je pense en particulier au lectorat adulte, puisque on a pu remarquer, alors je ne sais pas si c'est spécifique à Abbeville, mais on a pu remarquer que le lectorat féminin avait du mal à se diriger vers la bande dessinée. C'est une tendance qui s'inverse un petit peu parce que de plus en plus de bandes dessinées sont écrites par des femmes, les thématiques sont de plus en plus variées. Il y a aussi maintenant de la BD documentaire, les techniques se diversifient. Donc on peut dire qu'on arrive à convaincre certains lecteurs, certaines lectrices en l'occurrence, de se diriger vers la bande dessinée. Et puis sur la question des ados et des jeunes, là c'est vrai que
que l'enjeu, c'est vraiment de les amener à sortir un peu des effets de mode, malgré tout, à l'intérieur même de la bande dessinée. Sinon, pour les médiathèques, on n'achèterait que des Mortels Adèle et des One Piece, parce que c'est ce qu'on nous demande tous les jours. Et donc, on n'a jamais aucun de ces livres en rayon. Ils sont réservés absolument tous les jours de la semaine. Donc face à cette situation un peu insatisfaisante en termes de circulation, il existe quand même des solutions. Et d'où l'effort qui est mis sur la médiation, à vocation prescriptrice, mais aussi d'ouverture culturelle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour élargir un petit peu le spectre de lecture, notamment envers le jeune public, peut-être dans un premier temps ? Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On attaque, effectivement, la bande dessinée est un produit d'appel, mais elle nécessite encore de la médiation. Et dans la suite, on va parler un peu d'exemples de médiation qui a été mis en place. Et on va commencer par l'oralité, oui. Parce que la bande dessinée n'est pas que du dessin, il y a aussi une grosse phase de dialogue et on peut s'amuser à jouer avec, notamment par le biais de l'oralité. Et notamment, je crois que vous voulez nous parler des kamishibai qu'on peut voir juste ici, donc qui sont des petits théâtres d'ombre, des petits théâtres, où en clair, le médiateur va raconter l'histoire en étant derrière son butail et les enfants verront les images qui défileront en allant. Alors c'est un outil qui fonctionne très bien auprès des tout petits comme des plus grands. Ça marche vraiment pour un public large. Et l'avantage, c'est que ce public voit l'image complètement. Contrairement à des situations de lecture où on a le livre à la main, le lecteur a le livre à la main et donc l'enfant ne voit pas toute l'image. Là, vraiment, il a accès à l'ensemble de l'image. Et c'est un support aussi qui, grâce à la formation, peut être utilisé par des animateurs, des enseignants, voire par les enfants eux-mêmes. On a pu faire des séances où les enfants apprennent à manipuler cet outil et donc ça rencontre un vif succès. Alors ici, on a la chance d'avoir des kamishibai qui sont réalisés par l'association d'un marché sur la bulle. Donc c'est vrai qu'on a un large choix, en particulier pour le très jeune public. Donc celui qui est présenté, c'est Sous les arbres, mais il y en a plusieurs autres, les Mouvantails, Linette, etc., etc. Ce qui est trop cool avec le kamishibai, c'est que c'est aussi un outil de médiation qui est cool à inventer et à créer. Je veux dire, on peut effectivement l'utiliser pour raconter des histoires, mais on peut aussi s'en servir pour qu'on prend un livre, on essaie de le découper en kamishibai. C'est... Comme support d'atelier. Ouais, carrément. C'est vraiment un outil complet pour le coup. Est-ce que tu as expérimenté d'autres choses, Hélène, dans tes bibliothèques pour jouer avec l'oralité ? On a expérimenté des lectures à voix haute pour adultes, d'albums de bande dessinée pour adultes, ce qui ne se fait peut-être pas tellement naturellement, mais on a tenté l'expérience. Et là, à contrario du kamishibai, le public ne voit pas du tout l'image. Donc on fait un travail de montage préalable pour que les personnes puissent comprendre le texte sans voir l'image. Et on s'est aperçu que ça a suscité la curiosité du public, ça donnait envie aux adultes d'emprunter ensuite la bande dessinée. Et puis on s'est aperçu aussi que l'essentiel était d'aimer le livre qu'on allait lire, parce qu'on l'a expérimenté sur des livres très variés. Pour en citer 3, on a pu lire donc Celle qui parle d'Alice Jaraba, Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo, ou encore Jamais de Bruno Duhamel. Donc ce sont des bandes dessinées très très différentes les unes des autres, et on a été assez convaincus de cette expérience auprès du public adulte. Et ce que moi je trouve assez dingue, c'est que justement, si j'avais une lecture à voix haute, j'aurais sélectionné un peu plus de livres où l'oralité était très très présente. Et en fait, on voit avec les démarches des bibliothécaires d'Abbeville que en fait on peut tout faire en lecture à voix haute. Et moi je trouve que c'est hyper intéressant, par exemple, d'avoir mis un bouquin comme Il faut flinguer Ramirez, qui est très très visuel, où les codes du cinéma sont hyper importants, mais malgré tout, avec ça, l'oralité, elle peut apporter quelque chose. Oui. Alors il faut des bibliothécaires qui ont envie de le lire, c'est le préalable, et puis qui ont envie de le mettre un tout petit peu en scène, parce que ça nécessite parfois de faire des
des voix différentes, malgré tout, quand on est seul à lire. Mais ça peut aussi occasionner un travail d'équipe où on se répartit les voix, en l'occurrence, pour certains albums. Donc en fait, ça crée aussi de la cohésion d'équipe en plus de tout ça. Donc c'est vraiment... Exactement, c'est formidable. Ouais, C'est gagnant-gagnant, quoi. Le win-win. Vous avez aussi mis des clubs de lecture adultes. Vous faites quelque chose pas que pour les enfants, c'est trop bien. Oui. On a intégré progressivement la bande dessinée à notre comité de lecture adulte qui se cantonnait jusqu'alors au roman. Et ça, là aussi, ça a permis à certains adultes de lire pour la première fois une bande dessinée. Donc, c'est pour les bibliothécaires, c'est vrai que c'est vraiment très, très valorisant de se dire qu'on peut encore faire découvrir des genres à certains lecteurs qui sont parfois âgés aussi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'animations aussi dans lesquelles on essaie de valoriser la bande dessinée. On a mené une action qui s'appelait Les Noctambules, qu'on avait organisée en collaboration avec le libraire et un auteur qui s'appelle Damien Cuvillier, qui habitait à l'époque à Abbeville. Et ça nous a permis de faire des soirées thématiques autour de la BD, bande dessinée, cinéma, le steampunk, etc., etc. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose sur l'oralité, sur comment on peut utiliser la bande dessinée avec l'oral? Max, peut-être? Oui, mais moi je voulais, tout à l'heure on parlait avant le tournage, moi j'ai pas mal voyagé pour mes festivals en tant qu'auteur. Et j'étais plusieurs fois aux États-Unis et en Allemagne où il y a beaucoup de lectures orales de bande dessinée, mais du coup avec une projection derrière. Donc on a un écran, on projette case à case et en général on efface le texte. Et le plus souvent, c'est l'auteur lui-même qui lit sa propre bande dessinée et qui va en effet faire des voix et tout ça. Et on rajoute souvent des bruitages qui sont préparés à l'avance par ordinateur, ou bien il y a carrément quelqu'un qui a une petite valise à côté qui fait des petits bruits avec tous ces objets. Et ça amène vraiment quelque chose de super au niveau des réactions, parce qu'on monte case à case, donc il y a des effets de surprise, on peut vraiment jouer avec le lecteur et avec le timing. Et voilà, ça marche avec les petits, ça marche avec les adultes, on peut faire ça avec des auteurs, on peut faire ça avec des comédiens, on peut faire ça avec des musiciens. Et donc ça, je pense que c'est une piste qui est pas très exploitée en France, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours un peu timide de sortir le livre. Le livre, c'est un peu sacré, on peut pas faire n'importe quoi avec le livre. Et en fait, je pense qu'on peut quand même s'amuser et voilà, sortir des cases. Ça se rapproche un peu du turbo-média, ces BD un peu interactives. Quand on clique, il y a des onomatopées qui apparaissent, il y a les dialogues. Oui, ça, et puis ça se rapproche peut-être du Kamishibai dont on parlait tout à l'heure, mais sauf que ça va être projeté et que du coup, ça a aussi... Je pense que les adultes, si tu leur dis Kamishibai, ils vont un peu dire bon, ben moi, je vais aller boire un truc pendant que mon gamin regarde. Tandis que si c'est projeté, tout d'un coup, il y a un truc, c'est grand, et on peut faire des bandes dessinées adultes, et je pense que ça marche assez bien. Super. Alors, l'oralité, c'est trop cool. Voilà, il y a plein de trucs à faire et tout, la preuve. Mais on a aussi, on peut aussi s'amuser avec la bande dessinée et passer par le jeu, parce qu'au fond de nous, on a tous cette petite âme de gamer qui donne envie de se dépasser quand il y a un jeu. On le voit par exemple, nous, très souvent dans nos interventions, où on arrive à capter un public par le jeu qui peut ne pas nous écouter. Du coup, Timothée, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En fait, moi, j'ai surtout envie de rebondir sur ce que disait Max. La question centrale de la démarche, c'est surtout de désacraliser un petit peu le livre, de dire qu'on peut lire un livre et que c'est pas grave, et surtout qu'on peut se marrer en lisant le livre, pour vraiment que ça fasse partie des pratiques, des nouvelles pratiques, ou alors de rattraper des pratiques qu'on avait arrêtées. Et du coup, moi, je trouve que le jeu, c'est un super outil, et on s'en sert énormément à l'association lorsqu'on mène des interventions. Par exemple, un des jeux les plus... lorsqu'on parle de bande dessinée, un des jeux les plus comment dire, évident, ça va être le jury littéraire qu'on peut tourner un petit peu comme jeu. Et là-dessus, je crois que tu as plein de choses à nous dire avant que je rattaque sur ma partie. Oui, on a profité que les éditions de La Gouttière éditent des livres pour les très jeunes lecteurs, voire les non-lecteurs, pour organiser un prix BDDCP, donc avec l'association On a marché sur la bulle toujours. Ce prix consiste à faire participer 4 classes chaque année
qui bénéficie de 6 séances. Durant les 4 premières séances, donc Axel, ici présent, et une bibliothécaire d'Abbeville vont à la rencontre des élèves pour leur expliquer les codes de la bande dessinée, pour leur présenter également la sélection des 4 livres. Puis les élèves rencontrent un des auteurs de la sélection, ils votent ensuite pour le livre qu'ils ont préféré et on leur offre le livre gagnant lors de l'inauguration du Salon du Livre qui a lieu en mars à Abbeville tous les ans. Et on peut offrir ces livres parce que, là encore, il y a une démarche très militante de la part des éditions de la Gouttière qui est de sortir des versions souples des livres qui permet donc un achat à 4 €, ce qui est tout à fait abordable pour une collectivité. Donc l'idée, c'est vraiment aussi que l'enfant reparte avec un livre, qu'il puisse avoir un livre chez lui. Voilà, donc c'est une opération que l'on mène maintenant depuis plusieurs années, peut-être même 10 ans. Oui, parce que même si on sort du livre pour donner envie de lire, c'est quand même toujours très important à la fin d'avoir cet objet physique qui est le livre. En plus, les fans de bande dessinée sont un peu très attachés à cet objet, donc c'est important qu'il rentre directement dans les foyers, d'où l'importance d'offrir des livres aussi dans des projets comme ça. Et le jury littéraire, c'est un super outil parce que ça permet de responsabiliser les élèves dans leur rôle de lecteur, ou en tout cas les participants. Et c'est un super outil pour désacraliser vraiment, parce que lorsqu'on rencontre un nouveau public comme ça, nous on passe énormément, notamment par déconstruire un peu toutes les idées reçues, leur dire que c'est absolument pas grave, leur raconter des anecdotes personnelles, en fait se montrer hyper accessible. Et je pense que c'est vraiment le maître mot de la médiation, en fait, c'est d'essayer de créer cette relation de confiance pour embarquer nos élèves ou nos participants à vivre cette aventure avec nous. Par exemple, lorsqu'on commence une intervention, nous souvent on fait des tours de table et on valorise vachement aussi la culture des élèves. Parce qu'ils en ont une qui est énorme. On n'arrête pas de leur dire « Ah oui, tu connais pas Voltaire, tu connais pas Voltaire ». Sauf que ils connaissent plein de trucs dans Astérix, ils connaissent plein de mangas qu'on connaîtra peut-être jamais. Et leur redonner vraiment leur place de êtres qui consomment de la culture et qui ont leur culture et valoriser celle-là, moi je trouve que c'est une porte d'entrée qui est immense pour pouvoir après les embarquer sur d'autres terrains. Alors carrément, et aussi leur présenter d'autres genres de bande dessinée. Parce qu'en fait souvent, on s'en rend bien compte en intervention, il y a encore énormément d'idées préconstruites sur la bande dessinée franco-belge, on va dire. Parce que c'est vrai que le manga a quand même ouvert à d'autres publics la bande dessinée et du coup cette manière particulière de raconter des histoires, mais que quand on parle du franco-belge, ils sont encore très souvent coincés dans un truc très enfantin, alors qu'arriver avec des bandes dessinées qui abordent d'autres thématiques, c'est vrai que souvent ils sont quand même très interloqués par le fait que ça existe. Donc Nous en avons quelques-unes derrière le bar sans faire de pub. C'est les BD de Max Doradigas ici présent. Oui, et sortir du livre pour mieux en revenir, moi je suis carrément d'accord et je trouve que c'est un formidable outil. J'ai noté notamment 2-3 trucs sur le sujet, 2-3 expérimentations qui ont eu lieu dans les bibliothèques en France qui me paraissaient à bien des égards assez cool. En Europe, par exemple, on a quand même une difficulté à recevoir des mangakas. Parce que les mangaka, ils ont des agents, parce qu'ils sont très difficiles à avoir, etc., etc. Et ça peut créer une certaine frustration chez les lecteurs. Il existe pourtant, en Europe, déjà, il existe des mangaka européens. Au-delà des habituelles présentations en forme de club lecture, de café manga, qui ont quand même l'avantage de toucher les adolescents. Je ne sais pas si tu as 2-3 trucs à dire dessus. Okay. Non, mais dans les lycées, on se rend bien compte que depuis quelques années, les clubs manga existent de plus en plus. Quand on va dans les CDI, on se rend bien compte que les fonds commencent enfin à s'ouvrir au manga, même s'il y a énormément de questions à se poser. Comment je fais pour suivre une série qui fait 115 tomes ? Est-ce que j'achète les premiers tomes ? Est-ce que je multiplie les séries ? Est-ce que je me concentre sur une série ? Donc non, quand même, le manga actuellement est très présent partout. Il tue le game. Il tue le game. Je sais pas. Il renforce le game. Il renforce le game, pardon.
Mais effectivement, il y a d'autres moyens de le découvrir que juste mettre en avant des mangas. Il y a moyen de s'amuser parce que ce qui est trop bien avec le manga, c'est qu'il est très proche de l'animé. Parce qu'au Japon, la culture de l'animé se rapproche énormément de la culture du manga. Et en fait, c'est une autre porte d'entrée dans le livre. Et le manga, par essence, c'est déjà un art de croisement. C'est-à-dire qu'il a la croisement, et souvent les lecteurs de manga le sont aussi. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à plein de choses. Le manga, souvent, on l'associe aux jeux vidéo, on l'associe à l'anime. Donc déjà, ça fait 3 arts sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de susciter l'envie de lire des participants, des élèves, des apprenants, je ne sais pas comment les appeler. Par exemple, autour de ce qu'on peut faire en bibliothèque, il y a tout ce qui est lié au cosplay notamment. Le cosplay, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, alors les fans de cosplay vont me détester de dire ça, mais je vais le dire quand même. Pas déguisement. Je vais dire déguisement. Je vais dire déguisement pour que tout le monde comprenne. Mais sachez que c'est un terme qui est proscrit dans l'univers du cosplay déguisement. Mais en tout cas, c'est des concours de déguisement en héros de pop culture qui traversent aussi bien le manga que l'anime, que la culture du jeu vidéo. Dans le même esprit, il y a des associations qui ont développé du coup des ateliers de doublage, par exemple en direct d'anime. Ça peut très très bien marcher en bibliothèque pour essayer de chercher un autre biais, de s'éloigner un petit peu du livre pour mieux y revenir après. Donc ils peuvent jouer sur le travail d'actorat et un travail d'adaptation. C'est une incarnation encore plus concrète que j'ai lue, qui m'a beaucoup plu. C'est celle qui rejoint un peu ce qu'on a tout à l'heure dit sur l'oralité, de la bande dessinée à voix haute. Il y a la médiathèque de Roanne et du Coteau en 2023 qui ont fait un truc qui, moi, me paraissait vraiment hyper intelligent. Ça s'appelait Vis ton manga et ça consistait à directement, plutôt que de passer par l'anime, à directement doubler les pages de manga. Et tout ça avec des associations qui étaient spécialisées en audiovisuel, et ils ont ajouté des doublages, et après ils avaient un résultat qui dépassait toutes leurs attentes parce que ça faisait vraiment très très pro. Et en plus ça a été mené en collaboration avec les bibliothécaires chargés du développement numérique et les bibliothécaires, enfin les médiateurs même des rayons bande dessinée. Et du coup ça fait un projet qui est réellement transdisciplinaire, qui touche à plein de choses pour montrer que vraiment la lecture, ça fait déjà partie de leur culture en fait. Et moi je trouvais que c'était hyper malin. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Ça a l'air bien, non ? Les mangas ? Ouais. Lisez-en, c'est chouette. Et tu veux... Pardon. Dans un tout autre genre, mais toujours pour une médiation hors du livre permettant de mieux y revenir. J'ai lu en préparant cette table ronde une initiative du CIBDI. Donc CIBDI, je le rappelle, c'est la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Et il y avait l'ancienne directrice Catherine Ferrérol, qui explique avoir proposé sur les réseaux et dans le réseau de bibliothèques dont elle était responsable, un grand vote pour le président de la bande dessinée. Donc en fait, au moment des élections présidentielles de 2017, pour coller à l'actualité tout en voulant faire connaître et valoriser son fonds bande dessinée, elle a proposé sur les réseaux sociaux de opposer donc Is No Good, Achille Talon, Le Grand Schtroumpf, Wonder Woman, Mafalda, Gaston Lagaffe, Tarzan, Picsou, Adèle Blanc-Sec, Bécassine, à bras raccourcis, c'est Superman. Et en fait, ce qui est top, c'est que les équipes, elles ont vraiment joué le jeu, elles ont fait des posts pour se mettre à la place des héros de bande dessinée, pour détailler des programmes, pour faire des fausses affiches, pour faire des fausses unes de journaux, etc., etc. Le public s'est réellement pris au jeu et du coup ils ont procédé à un premier tour et après une campagne assez intense, c'est Picsou avec 16% des votes. C'est la droite, c'est la droite en bibliothèque. Mais attends, j'aurais dit Mafalda, moi, mais bon. Mais attends, parce qu'après, ça se finit plutôt bien. C'est-à-dire qu'arrivé en deuxième position, il y avait Mafalda avec 15% des voix, tout de même.
Et il y a donc 2 choix politiques très différents. Et on peut quand même noter les hauts scores de Gaston Lagaffe, arrivé avec 3e avec 13% des voix, et Adèle Blanc-Sec avec 10% des voix. Ce qui a permis au 2e tour une réunification des forces de gauche. Alléluia. Et Picsou, qui représente un peu l'ultra-capitalisme, s'est vu écrasé complètement parce que Mafalda a remporté au 2e tour avec 65% des voix. Donc, bien joué. Joli modèle. Au-delà de l'aspect ludique et humoristique de ce projet, c'était l'occasion de présenter des personnages un petit peu moins connus. Par exemple, Mafalda, au dire de Catherine Ferrol, il y avait des lecteurs qui ne connaissaient pas du tout. Alors c'est vrai que c'est une bande dessinée argentine qui date un peu, et du coup, ça fait partie des classiques pour ceux qui lisent de la bande dessinée, mais absolument pas pour tout le monde, faut pas l'oublier. Et du coup, ça a vraiment permis de générer comme ça une émulation un peu particulière autour de ça. Et moi, je trouve que ce genre de truc, c'est vraiment top, parce qu'on remet le livre au centre tout en se marrant. Carrément, trop bien. Pour toujours y revenir sur le livre, il y a énormément d'actions qui ont été menées. Je suis désolé, Tim, je vais pas te laisser tous les détailler parce que sinon on va jamais rentrer dans les timings. Mais on peut imaginer des battles de dessin, des quiz. Enfin, il y a toujours moyen de rattacher la bande dessinée à d'autres médias et d'autres médiums et à l'actualité. En fait, ce qui est trop cool avec la bande dessinée, c'est que ça reste un terrain de jeu extraordinaire pour s'amuser. Mais la bande dessinée et la médiation n'a pas besoin toujours d'être accompagnées. Et du coup, j'aimerais que Tim, là, encore une fois, tu me parles de comment réussir à susciter la lecture et l'envie d'aller vers la bande dessinée, mais cette fois-ci sans intervention directe d'un médiateur ou de médiation. Alors, il existe énormément de choses. Et alors là, la question nous donne, comme si c'était pas préparé, la question donne envie de parler des expositions. Mais non. Alors, les expositions, il faut savoir que la bande dessinée, c'est pas fait pour être exposée. À la base, c'est un art narratif. Une case extraite d'une bande dessinée n'a aucun sens. Ou en tout cas, elle n'a pas le sens que l'auteur voulait lui donner. Parce que si on n'a pas la case précédente et la case suivante, c'est un art de la séquence. Du coup, la case est vidée d'une partie de son sens. Du coup, une fois qu'on a dit ça, exposer la bande dessinée, à part si on expose toutes les planches, et c'est pas possible parce que sur un album de 300 pages, par exemple, exposer 300 planches n'aurait que peu d'intérêt. Du coup, il va falloir essayer de tirer un peu des thématiques. Faire une exposition en bande dessinée, moi, je trouve que c'est un excellent moyen pour faire découvrir une œuvre. Mais on va quand même la vider de sa substance, en partie. Du coup, pour faire une expo autour d'une bande dessinée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir faire des choix, un petit peu comme une adaptation littéraire. Lorsqu'on adapte un livre en film, lorsqu'on adapte un livre en film, on ne peut pas tout raconter. Ça va être exactement le même truc, le même principe avec l'exposition, c'est-à-dire qu'on va dégager certaines thématiques, par exemple. Il va falloir aussi veiller à pas trop divulgacher. Il va pas trop falloir divulgacher non plus l'ouvrage. Du coup, il va falloir faire des choix. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de sortir un petit peu des thématiques qui peuvent être en lien pour valoriser notamment le fond des bibliothèques. C'est-à-dire de servir de l'exposition un petit peu comme une passerelle pour d'autres supports. Donc, on peut faire énormément de choses. Je détaille une expo ou pas ? On va laisser Hélène un peu détailler votre futur projet autour de Damien Cuvillier. Oui, on est en train de préparer une exposition à partir du dernier album, des 2 derniers albums d'ailleurs de Damien Cuvillier, Voleur de feu, une vie d'Arthur Rimbaud. Je te rejoins, Timothée, sur la nécessité de faire des choix, puisque on ne peut pas présenter tout le travail du dessinateur, enfin de l'auteur en l'occurrence, puisqu'il a fait le scénario et le dessin pour ces albums.
On a pris le parti, nous, de faire parler Damien dans l'expo pour qu'il nous explique toute sa démarche, tout son travail de recherche, documentaire, graphique, les choix qu'il a opérés entre la fiction, le documentaire. Mais il y a également un volet pédagogique à cette expo et je crois que c'est le parti pris aussi dont on a marché sur la bulle. C'est qu'on essaie de toucher un public large. Donc on revient souvent sur les étapes de création d'une bande dessinée à partir d'une planche et là l'auteur peut nous fournir les différentes étapes de création, ce qui permet d'expliquer aussi à des enfants comment se construit une bande dessinée. Donc on joue un peu sur les deux tableaux, je dirais, à la fois le travail de l'artiste et puis le volet pédagogique. Je dirais quand même qu'il faut de la médiation malgré tout, parce que déposer une exposition dans une salle en médiathèque, ça ne suffit pas. Il faut des personnes qui puissent la présenter, qui puissent donner envie de lire un peu les panneaux. Enfin voilà. Donc ça, je crois que ça nécessite quand même un travail de médiation. Oui, bon, de toute façon, n'importe quel support sera toujours mieux servi si un médiateur ou une médiatrice est présente pour le faire vivre. Timothée, tu veux nous développer quelque chose autour d'une exposition ? Rapidement ? Rapidement, c'est ça le problème. Alors, les festivals de bande dessinée, en termes de ressources pour découvrir comment on montre une œuvre, c'est vraiment une ressource incroyable. Sur le festival de bande dessinée d'Amiens, par exemple, on travaille en étroite collaboration avec le réseau des bibliothèques d'Amiens Métropole et bien plus. En ce qui concerne les expos, au moment du festival, la bibliothèque centrale de la ville développe en collaboration avec nous des expositions thématiques. Par exemple, en 2024, il y a eu une exposition d'envergure qui retraçait un petit peu le parcours incroyable de Madeleine Riffaut, qui avant d'être une poétesse, écrivaine et journaliste, était surtout une résistante à tout juste 18 ans. L'exposition, elle a présenté bien évidemment des originaux de la série Madeleine Résistante de Dominique Bertaille et Jean-David Morvan, mais c'était une expo aussi accompagnée de photographies et de panneaux explicatifs. L'expo se proposait de retracer le parcours de Madeleine Riffaut, son engagement politique en remontant vraiment tout le XXe siècle. Et c'était aussi une expo qui a été faite à l'occasion des 80 ans de la libération d'Amiens et de la sortie du tome 3. Ce pourquoi je dis ça, c'est parce que ça me paraît important d'ancrer aussi vos projets, si vous en avez, dans la vie locale, dans l'histoire. Comme je disais tout à l'heure pour l'élection présidentielle de 2017, aussi dans l'actualité, ça a un sens parce que ça va parler aux usagers ou aux visiteurs, ou etc. Dans ce projet, on avait à la fois la découverte de l'œuvre en autonomie, c'est-à-dire que le public pouvait juste aller voir les planches s'il le désirait, grâce à un parcours qui était un petit peu didactique. Et il n'y avait pas forcément besoin d'accompagnement, pas tout le temps en tout cas, mais on s'adresse à absolument tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la fois aux lecteurs qui connaissent déjà l'œuvre, mais on s'adresse aussi à un public qui connaît absolument pas ni les auteurs, ni cette tranche d'histoire-là. Du coup, il en fallait pour absolument tout le monde. C'est une des difficultés, notamment dans les expositions, c'est-à-dire que savoir un petit peu appréhender le public et faire en sorte que ce soit le plus large possible. Du coup, lorsqu'on rédige des panneaux, nous, on essaye justement essayer de pas faire des textes trop longs. Et ça, je vous invite vraiment à essayer de limiter l'aspect narratif de vos textes. D'aucuns diraient c'est trop bavard, on l'entend souvent. Du coup, essayer de proposer un petit peu des panneaux qui vont aussi aller au-delà de l'œuvre. Donc, comme disait Hélène, ça peut être aussi sur l'aspect simplement création de la bande dessinée. Essayer de proposer quelque chose qui va au-delà de la bande dessinée. Moi, ça me semble important et c'est ce qu'on essaye de faire à chacune des expos qu'on propose, c'est-à-dire que c'est encore une fois une porte d'entrée comme un mot-clé et après on déroule sur plein de thématiques qu'on veut développer. Merci beaucoup. On va attaquer la deuxième partie pour que Max puisse enfin parler. Ouais, je suis resté un peu coincé sur Picsou là, il faut qu'on change.
Alors maintenant qu'on a parlé de ce qu'on pouvait faire dans le monde des bibliothèques avec les équipes et en interne, on va maintenant parler du fait de faire venir des intervenants extérieurs et notamment des artistes et des auteurs de bande dessinée parce que c'est important. Parce que déjà c'est important de rencontrer des artistes, mais parce que aussi faire intervenir un auteur dans sa structure, ça reste un choix militant. Parce que la condition économique des auteurs est catastrophique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Timothée, sur ce sujet ? Alors oui, simplement rapidement sur les conditions économiques des auteurs de bande dessinée, c'est pas vraiment la joie. En France, il y a une grande étude qui a été menée qui s'appelle les états généraux de la bande dessinée, et ils ont réalisé une enquête sur la situation économique des auteurs sur une année entière. Il s'agit de la base la plus importante de données jamais recueillies sur les auteurs de bande dessinée francophones, et les résultats sont complètement disponibles sur leur site. C'est vraiment public, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et ces chiffres sont assez accablants. Il y a 36% des répondants qui ont déclaré avoir perçu un revenu inférieur au seuil de pauvreté et 53% qui ne touchent pas le revenu minimum auquel on doit avoir le droit lorsqu'on travaille en France. Donc une attention particulière et particulièrement particulière doit être apportée à la mise en place d'une rémunération appropriée des artistes par les établissements qui souhaitent les recevoir. Donc faire déplacer un auteur dans sa structure en France, en tout cas, est régi par une charte. En clair, ça veut dire que vous devez rémunérer des auteurs à la hauteur de cette charte. Exactement. Et puis l'un des enjeux aussi, c'est de proposer aussi simplement une rémunération à l'auteur, de voir comment ça peut se passer, mais ça doit être l'objet d'un dialogue. Donc oui, il y a des textes qui existent, les textes ne sont pas toujours appliqués, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner, notamment auprès des éditeurs, ça peut être une ressource, mais plus généralement sur Internet, vous trouverez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'en penses tout ça, Max ? Bah oui, on le sait bien que les auteurs, enfin on le sait bien, en tout cas les auteurs, nous on le sait bien, que la bande dessinée c'est un médium qui est assez compliqué. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie mais ils sont pas nombreux, et la plupart des autres galèrent un peu. C'est dû à plein de choses, c'est dû entre autres au système d'avance sur droit. Donc on n'est évidemment pas salarié quand on est auteur de bande dessinée, on touche pas un salaire, on touche une avance sur ce qu'on va potentiellement vendre. Et donc, on doit toujours courir derrière le contrat suivant pour pouvoir vivre. Et voilà, et évidemment, il y a de plus en plus de livres. On connaît la surproduction. Enfin, je ne vais pas reprendre tout ça, je pense que ça va prendre trop de temps. Mais donc, en effet, les auteurs, ils viennent en bibliothèque et dans les écoles pour faire plaisir aux lecteurs, mais aussi parce qu'ils ont la dalle et qu'ils ont besoin de bosser et qu'ils ont besoin de gagner leur vie et que leur métier d'auteur ne suffit pas à payer les factures. Et donc, ils sont obligés de faire des interventions. Et donc, c'est important pour eux et c'est important de les inviter et de les inviter dans des bonnes conditions. Effectivement, du coup, recevoir un auteur, ça reste un acte militant, du coup. Mais du coup, toi, quand on te fait venir en bibliothèque, qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu aimes proposer ? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire qu'on t'a pas encore proposé, par exemple ? Alors, donc, du coup, moi, j'ai fait énormément de rencontres en bibliothèque au début de ma carrière parce que, j'avais besoin de gagner ma vie. Et c'était un des meilleurs moyens que j'avais trouvé, c'était d'aller un maximum dans les bibliothèques. Notamment, je suis belge, mais je venais beaucoup en France parce qu'en France, il y a un vrai système je sais pas si c'est l'État, je sais pas comment ça marche, mais en gros, il y a de l'argent pour payer des intervenants. Et donc, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Donc, j'ai fait très peu d'interventions en Belgique, mais beaucoup en France. Et comme je fais de la bande dessinée jeunesse, j'ai fait beaucoup d'interventions plutôt pour des jeunes publics. Et donc, en général, j'essaye de leur montrer... on parlait beaucoup de désacraliser le livre. J'essaye de leur montrer déjà qu'un auteur, c'est quelqu'un de vivant. Parce que pour beaucoup de gens en dessous de 15 ans, un auteur, c'est quelqu'un de mort. Donc déjà de voir que c'est un être humain qui est normal. Et ils attendent aussi un peu qu'on arrive en jet privé et qu'on soit super riche. Et en fait, on est des gens normaux. Donc ça les surprend déjà un petit peu. Et donc d'essayer de rendre tout ça un peu concret, réel pour eux. Et pareil pour le livre en soi. Moi, j'essaie de faire des fanzines avec eux. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est du fanzine. Mais le fanzine, c'est un livre agrafé, photocopié. Donc n'importe qui peut faire ça. N'importe qui a une imprimante. La plupart des bibliothèques ont des photocopieuses et donc c'est assez facile. Et donc on peut
même en un atelier de 1 heure, 1 heure et demie, on peut arriver à avoir quelque chose de concret que les enfants peuvent ramener à la maison, qu'ils peuvent donner aux copains, qu'ils peuvent donner à la famille. Et donc, je pose mon micro 2 secondes. Non, je vais y arriver comme ça, je vais faire tout en même temps. Mais il y a un système hyper simple, à partir d'1 à 4, sur une seule face, avec un pliage, on peut déjà faire un petit livre. Et donc ça, par exemple, c'est super parce qu'il n'y a même pas besoin de photocopieuse. Et les enfants, après, s'ils veulent, à l'école, ils peuvent faire des photocopies, ou les parents au bureau peuvent faire des photocopies. Mais donc en 1 heure, ils ont un petit objet qu'ils peuvent ramener chez eux et ils sont auteurs, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, être auteur, c'est faire des livres. Il n'y a pas besoin d'être édité chez un éditeur pour être un auteur. On peut faire des livres soi-même dans son coin. Et donc c'est leur montrer qu'en fait, c'est accessible. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Mais carrément, et puis comme on disait tout à l'heure sur le fait de repartir avec une BD, quand on est en atelier, repartir avec quelque chose à la fin, que ce soit son petit fanzine, son dessin, un scénario écrit, c'est toujours très, très valorisant. Est-ce que là tu fais ça avec un public jeunesse, adulte? En fait, tu peux faire ça avec tout le monde, c'est ça qui est trop bien. Oui, tu peux faire ça avec tout le monde. En effet, je le fais plus en jeunesse parce que je suis plus, en général, on me demande plus de venir pour des rencontres jeunesse. Donc, quand on fait des rencontres avec les adultes, en général, on aime bien plutôt discuter parce que les adultes parfois sont un peu moins gênés, ça dépend, hein. Mais parfois ils sont un peu moins gênés que les enfants pour poser des questions. Et donc on va peut-être plus parler de fond par rapport au sujet d'un livre et puis aussi par rapport à tout ce que c'est la création d'un livre, comment on travaille, comment on vit. On peut parler argent, on peut parler de choses plus concrètes. Et donc voilà, ce qui est chouette en général, c'est c'est pas toujours le cas, mais si les personnes ont pu lire le livre à l'avance, ils ont pu avoir accès au livre à l'avance, voilà, on peut vraiment rentrer dans des discussions de fond. Donc dans l'idéal, toi, ce que avant une intervention, t'aimes bien que les bibliothécaires ont un petit peu préparé le terrain, par exemple en mettant un petit peu tes œuvres en avant? Moi, ça me semble évident dans le sens où tu reçois quelqu'un, c'est intéressant de savoir de quoi tu vas parler avec lui. Tu vois, si moi je viens ou si un autre auteur ou une autre autrice vient, on parlera pas de la même chose parce qu'on n'aura pas la même façon de travailler. Moi, j'ai un dessin, par exemple, qui est hyper simple, qui est un peu naïf comme ça. Et donc, ça permet de parler beaucoup de dessins, ça permet de leur montrer en 1 demi-heure, je peux leur faire un dessin qui est assez proche de ce que je fais moi, parce que je peux leur montrer qu'avec 2 points et 3 formes géométriques, on peut faire un bonhomme. Et c'est pas ce dont ils vont parler avec un autre auteur qui aura un dessin plus réaliste. Et donc, tout ça, je pense que c'est important que ce soit préparé à l'avance. Après, voilà, moi, je sais que quand je vais faire des interventions, je dois être super tout-terrain, que je dois pas préparer trop parce qu'en fait je sais jamais dans quoi je vais arriver, je sais pas qui, on me dit qu'ils auront 6 ans, en fait ils en ont 15, on me dit qu'ils auront lu, ils ont pas lu, donc ou bien tu prépares un bouquin, ils en ont lu un autre, donc voilà. Et je ne rejette pas du tout la faute sur les bibliothécaires, je sais bien qu'il y a plein de boulot et que tout ça est parfois compliqué à coordonner. Mais donc voilà, je pense qu'en tant qu'auteur, les auteurs qui sont invités, ils doivent être prêts à ne pas avoir quelque chose de trop près, qu'ils doivent pouvoir changer de direction, ils doivent pouvoir s'adapter à la situation et au public qu'ils ont devant eux. Mais après, j'ai l'impression que c'est vraiment le maître mot de la médiation, de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quoi on va s'attendre. Ouais. Et moi, je crois de toute façon, peu importe le public, un des gros trucs que j'essaye de faire passer quand je fais des ateliers, c'est que j'ai pas du tout... j'allais dire de talent, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai pas du tout un don pour la bande dessinée. Je suis pas quelqu'un qui est virtuose du dessin. Et si je fais de la bande dessinée, c'est parce que j'aime ça, que j'aime dessiner. Je suis pas prédisposé à faire de la bande dessinée, mais j'ai travaillé. Et voilà, et je suis auteur aujourd'hui. Je suis pas un auteur qui vend des millions, mais je vis de la bande dessinée, c'est mon métier principal. Et en fait, donc, c'est d'arriver à montrer que toutes les disciplines artistiques, c'est un truc qui s'apprend, quoi. Parce que souvent, dans les écoles, dans les familles, même peut-être dans les bibliothèques, on va dire, en fait, tu peux apprendre à être avocat, tu peux apprendre à être plombier, ébéniste, docteur, mais être danseur, chanteur, dessinateur, musicien, tout ça, ça s'apprend pas, c'est un don. Et ça, moi, je crois que c'est vraiment... j'allais dire, voilà, c'est n'importe quoi. Je pense que tout peut s'apprendre. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à dessiner et c'est super. Et ils font des boulots qui sont parfois bien mieux que le mien et je suis tant mieux pour eux. Mais
Après, tout peut s'apprendre et avec le temps, tout le monde peut devenir auteur de bande dessinée. Et si on aime dessiner, on peut l'apprendre. Et voilà, donc moi j'essaie toujours de faire passer ce message-là parce qu'il y a beaucoup de gamins qui arrivent et qui ont 15 ans et on leur a dit depuis des années qu'ils étaient nuls et qu'ils ne savaient pas lire. De toute façon, ils s'intéressaient qu'au manga, qu'ils dessinaient mal. Alors que c'est ça qui les intéresse. Ben, si c'est ça qui les intéresse, en fait, ils doivent bosser. Ils ont 15 ans. Dans 5 ans plus... S'ils bossent pendant 5 ans, ils seront super forts. En fait, si tu dessines tous les jours pendant 5 ans, tu es super fort. Donc voilà, il n'est jamais trop tard. Et même à 40 ans, si en fait on a envie de changer de direction et qu'on a envie de se mettre au dessin, c'est un truc qui s'apprend comme tout le reste. Mais il est vraiment trop bien ton discours et il rejoint tellement de choses qu'on a déjà pu aborder, c'est-à-dire qu'en fait c'est une forme de désacralisation, c'est-à-dire que c'est pas un don, que ça s'apprend, que c'est du taf et du coup bah, si on s'y met et on y va et du coup c'est des humains derrière et moi je trouve que c'est un message incroyable parce que et qui a toute sa place en bibliothèque, en vrai un lieu de lecture publique où bah voilà faut y aller, c'est pour nous mais faut y aller quoi, trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez... On peut peut-être parler un petit peu des... Est-ce que, par exemple, toi, tu as eu des mauvaises expériences en bibliothèque ? Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, tu arrives pour une raison et tu te retrouves devant tout à fait autre chose. Donc, c'est vrai que ça m'est arrivé de venir pour une classe d'enfants. Tu vois, il est supposé y avoir 20 enfants de 12 ans et tu te retrouves devant... 65 personnes adultes ou des trucs comme ça. Et donc voilà, donc moi en fait, je trouve que c'est compliqué au début. Après, plus t'en fais, plus t'as l'habitude et tu sais t'adapter. Donc des expériences horribles, j'en ai pas eu quoi. Mais le plus difficile, c'est les endroits où en fait, on sent que les gens sont pas investis et qui font ça parce que il y a la ville les oblige à dépenser un budget et que donc ils le font comme ça, mais que ça les intéresse pas. Et donc voilà, ils sont pas investis, mais je pense que en fait, si les bibliothécaires, si le personnel encadrant invite un auteur qu'ils aiment, parce qu'ils aiment son travail, et ben ça peut que bien se passer quoi. Il y a des formats que tu refuses ? Des formats ? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu appelles des formats par exemple ? Je sais pas, par exemple, si on te demande de venir parler Pendant 45 minutes de ton travail, ouais. Devant une caméra, à destination des Européens. devant 600 millions d'Européens. Non, moi je suis plutôt super tout-terrain, quoi. J'ai pas trop de problèmes. Après, je trouve qu'il y a parfois des trucs qui sont pas des bonnes idées, quoi. Ça c'est intéressant. Mais tu vois, on va me dire, j'ai fait un livre qui s'appelle Orignal, par exemple, qui est sur le harcèlement scolaire. Et donc souvent, on me demande d'intervenir autour de ce bouquin. Et il y a quand même une scène d'agression sexuelle. Il y a quand même des scènes qui sont assez dures. Et c'est un bouquin qui est complètement amoral. Et donc, parfois, on me demande de le défendre devant des enfants de 8 ans. Et tu dis, non. Et alors, à la limite, moi, je veux bien. Mais alors, il faut que les enfants soient prêts, qu'ils aient été préparés. Et moi, ça ne me dérange pas de parler d'homosexualité et de violence à des enfants de 8 ans. Mais il faut savoir qu'on va le faire. Et donc voilà, il y a des choses comme ça. Parfois, il faut un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent que la bande dessinée. Surtout, moi, j'ai un dessin hyper. Un peu cute. Et donc, les gens se disent c'est bon, c'est pour tout le monde ces bouquins. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a parfois des bouquins, on peut pas les mettre dans les mains de n'importe qui. Et si on les met dans ces mains-là, il faut les préparer un minimum. Et voilà, mais donc, c'est plutôt ce genre de choses-là que je vais refuser. Mais merci beaucoup. Et du coup, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, tout se prépare. En fait, voilà, c'est que rencontrer un auteur, ça se prépare, une médiation, ça se prépare, un projet, ça se prépare. Mais encore plus, si c'est préparé, on peut aller absolument partout. Oui, exactement. C'est ça, en fait. C'est full. La bande dessinée est un terrain de jeu incroyable, tant que c'est préparé un peu. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou Timothée, tu veux conclure ? Moi, je voulais juste dire encore que je sais pas, moi je suis belge de nouveau, donc je parle au nom de la Belgique, mais ce que je constate souvent, c'est que dans les bibliothèques, il y a une grosse mise en avant des séries adultes et tout ça. On va voir du Largo Winch, on va voir des trucs qui, je pense, n'ont pas besoin d'être mis en avant. Et la France, elle a quand même la chance d'avoir un terreau de maisons d'édition indépendantes, d'auteurs, de création incroyables. Et que donc, je trouve que c'est vraiment important que les bibliothécaires, que les bibliothécaires mettent tout ça en avant, quoi. Qu'en fait, il y a quand même
aussi autre chose que la bande dessinée à papa, qui est quand même quelque chose de vieillissant, qui est quand même quelque chose qui s'adresse à un public d'hommes un peu, voilà, je vais pas dire mais en gros, ça s'adresse à un public d'hommes, et donc c'est pas étonnant que les bibliothèques aient plus de mal à louer ces bouquins-là, parce que en fait, ces gars-là, ils ont un boulot et un attaché-caisse, et ils savent s'acheter leur BD, et donc tout le reste de la création, c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant, et c'est peut-être ça qui peut séduire un public différent, qui lui vient en bibliothèque et qui lui est curieux et qui est ouvert sur le monde. Est-ce que tu aurais 2-3 pistes de comment on peut accéder à ce genre d'ouvrage pour donner des idées d'acquisition ? Tu veux dire de trouver ces livres-là ? Exactement. Je pense qu'il faut juste aller en librairie. Si vous avez un libraire indépendant spécialisé, il va vous donner plein de bonnes pistes. Et puis, moi, je me souviens, j'avais un copain qui était libraire. Moi, j'étais libraire aussi. J'étais un peu un libraire extrémiste. Je voulais pas commander des bouquins parce que je trouvais que c'était trop nul. Et ça, j'étais vraiment un très mauvais libraire. Et lui, il avait un discours et il disait en fait qu'il pouvait faire lire n'importe quel livre à n'importe qui en 5 coups. Donc, c'est un peu l'histoire à 3 poignées de main du président. Il disait en fait... un lecteur qui adore, voilà, on va citer Largo Winch, du coup je vais le reciter, qui adore Largo Winch, je peux le déplacer un petit peu et en fait, je peux arriver à lui faire lire Jérôme Dubois chez Cornelius en 5 coups et il va trouver ça génial parce que je l'aurais préparé avec les 4 livres d'avant. Et donc je pense que la même chose s'applique en bibliothèque, c'est comment en présentant peut-être de la bande dessinée de reportage, on va amener des gens à lire de la bande dessinée qui n'en lisaient pas, puis de ça on va aller vers des bouquins à sujet, puis on peut arriver à de la bande dessinée de création complètement différente. Donc voilà, ça répond pas du tout à ta question, mais... Si, carrément. Bah si, sur les libraires, le conseil du libraire est hyper important. Et si on pouvait ajouter, alors je sais pas si en termes d'acquisition, toi tu vas voir un petit peu ailleurs, par exemple, Hélène ? C'est vrai que je mettrais le choix du libraire, enfin le conseil du libraire en premier lieu. C'est le libraire qui est le plus à même de nous orienter vers des nouvelles sorties ou le travail d'un auteur qui se poursuit. Enfin, il y a vraiment un conseil qui est très important de prendre auprès du libraire. Après, nous, on cède aussi des sélections dont on a marché sur la bulle pour le prix des collégiens, pour le prix des lycéens dans les Hauts-de-France, ou de la programmation du festival, des rencontres d'auteurs, des expositions. C'est vrai que l'idée, c'est de diversifier le plus possible les approches. Et puis, alors, il y a des bibliothèques qui associent maintenant aussi les usagers au choix de livres. Ça se pratique en particulier auprès du public ado. Et donc, certaines bibliothèques emmènent les ados en librairie, alors avec des critères, un cadrage quand même, justement, pour que ce soit suffisamment diversifié. Mais c'est vrai qu'associer les usagers, ça permet aussi quelque part de diversifier le choix et puis de faire en sorte qu'ils s'emparent des espaces aussi de la médiathèque. Donc souvent les ados dans ce cas-là ensuite valorisent leur propre choix auprès des ados. Donc voilà, ce sont des démarches qui sont assez récentes dans les médiathèques, qui enlèvent un petit peu le rôle de prescripteur des bibliothécaires, mais ça peut être bénéfique parce que on peut aussi découvrir plein de choses grâce aux usagers. Oui, carrément, puis ça responsabilise le lecteur, ça l'engage encore plus dans le projet de la bibliothèque, c'est gagnant-gagnant une fois de plus. Moi, ça me fait penser, du coup, ce que tu dis. Ça m'est déjà arrivé en bibliothèque que les bibliothécaires me demandent un choix de bouquins pour qu'ils puissent faire une table suite à la venue de l'auteur, de pouvoir faire une table sur les choix de l'auteur, les bouquins qu'il a lus récemment, les bouquins qui l'ont formé. Et donc, les gens qui sont sensibles au travail peuvent aller voir d'autres choses qui ne sont pas des bouquins à moi, mais qui sont des bouquins qui ont été importants pour moi. Et je pense que ça, c'est aussi une bonne démarche, si on aime un auteur, de pouvoir aller voir d'autres choses qu'il va recommander.
Et de la même façon, il existe de plus en plus aussi de bibliothèques. J'ai vu ça notamment dans les CDI, centres de documentation et d'information dans les collèges ou dans les lycées, où ils classent maintenant un petit peu plus par thématique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rayon bande dessinée. Par exemple, il y a un rayon science-fiction. Où science-fiction, on va retrouver notamment de la bande dessinée, des ouvrages qui parlent de science-fiction au cinéma et des romans, etc., etc. Ça mélange un peu tout ça. Et ça a un avantage certain, c'est que ça met davantage en avant les one-shots qui sont très peu empruntés parce que les gens vont suivre des séries, mais par contre les one-shots souvent un petit peu moins. C'est le moment. Oui, il va falloir conclure, Timothée, pour la 3e fois. Je t'en prie. J'y vais. Vas-y, lance-toi. Okay. Alors, comme souvent en bibliothèque, mais pas que, un peu dans la vie aussi, les médiations sont un subtil mélange de connaissances, mais aussi de ce que sont les bibliothécaires, de leur goût. Il y a aussi, on a vu, des rebonds possibles sur la 3, 4. Il y a aussi des rebonds possibles sur les actualités ou des effets d'opportunité dans un paysage local, par exemple. En s'appuyant parfois aussi sur le talent des usagers et des usagères, comme on le disait tout à l'heure, avec l'acquisition par eux. Un événement qui fonctionne très bien quelque part n'est pas forcément reproductible ailleurs. Par exemple, le cas à Madeleine Riffaut, c'est parce que c'est un personnage qui est un petit peu connu à Amiens et parce qu'il y a eu les 80 ans de la Libération, etc. etc. Il faut parfois apprendre à savoir se tromper également. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus, parce qu'on se trompe souvent en médiation. C'était pas prévu, ça. Non, mais je t'ai bien passé la balle, je trouve. Mais bien sûr que c'est important de se tromper. Et de toute façon, en vrai, le plus important, c'est d'essayer et de faire. Et en fait, comme pour un artiste, pour n'importe quel artiste, plus on va essayer de faire des choses, plus on va apprendre, plus on va voir ce qui fonctionne. Aussi apprendre à savoir quel public on veut toucher et comment on veut le toucher, parce qu'on va pas faire la même médiation auprès de CP que d'un public adulte. Donc en fait, le plus important, quoi qu'il arrive, reste d'essayer des choses, en fait. Alors, ça va être le moment de conclure cette vidéo. Je voulais vous remercier chaleureusement tous les trois. Merci beaucoup. Timothée, Hélène et Max. Merci. Je voudrais aussi remercier les faquins et plus précisément Lewen, Cécilien et Pierre. Et bien sûr remercier la Comédie de Picardie de nous prêter ce très beau lieu. Et merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Lisez de la BD.